Travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades, 400 plans de licenciement, 200 000, peut-être 300 000 travailleurs menacés de perdre leur gagne-pain, de plus en plus de salariés au SMIC, c'est-à-dire 1 426 € net par mois. Un gouvernement qui prépare une nouvelle attaque contre nos droits à 40 milliards et des ministres et des chroniqueurs confortablement assis autour d'un plateau télé qui nous expliquent qu'il faut travailler plus. Les salariés licenciés ou en cours de licenciement à Michelin, Valeo, Arcelor, Forvia, Jennifer, Auchan, Casino voudraient travailler tout court. Tous ceux poussés dans le chômage parce que trop âgés ou trop malades voudraient eux aussi gagner leur vie. Ce sont les capitalistes qui les mettent dehors et les condamnent à la misère et à la précarité. Beaucoup de travailleurs se tuent à la tâche pour produire des richesses comme il n'y en a jamais eu. Et il faudrait travailler plus, renoncer à des jours de congé, attendre 66, 67 ans pour être à la retraite. Le gouvernement Bayrou pleurniche comme s'il n'y avait pas d'argent dans le pays. Mais toutes les caisses ne sont pas vides. La dette de l'État a doublé sous Macron. Mais dans le même temps, le pays compte 13 milliardaires de plus. Les 500 plus grandes fortunes du pays sont devenues 2 fois plus riches. Les actionnaires ont été mieux servis en dividendes et en rachats d'actions. En 2019, 60 milliards. En 2022, 80 milliards. En 2024, 100 milliards. Quand nous travaillons pour 10, 15, 20 € de l'heure, l'homme le plus riche du monde, du plus riche de France, bon, il en est encore là, l'homme le plus riche, donc, du pays, Bernard Arnault, encaisse 300 000 € de l'heure. Pour un pays décrit comme un enfer pour les riches, ils s'en sortent plutôt bien, vous ne trouvez pas ? Les inégalités sont vertigineuses, absurdes, révoltantes. Et ceux qui les dénoncent sont accusés par des Wauquiez, Macron ou encore Le Pen et Bardella de ne plus vouloir de riches dans ce pays. Mais c'est de pauvres dont nous ne voulons plus. Même des personnes qui travaillent se retrouvent forcées de se nourrir au resto du cœur, ont du mal à se loger, à se soigner ou à se déplacer. Et la solution n'est pas d'enchaîner les heures supplémentaires, de travailler le dimanche ou les jours fériés. Ce n'est pas de travailler plus, c'est de nous battre plus, de nous battre pour l'interdiction des licenciements, pour forcer le grand patronat à répartir le travail entre tous sans diminution de salaire, pour imposer le contrôle des travailleurs sur les comptabilités des entreprises et celles de leurs actionnaires. Oui, il faut nous battre pour que les richesses que nous produisons collectivement profitent à tous, pour que les progrès de la société nous permettent de travailler moins, pour vivre mieux, pour vivre plus. L'intérêt collectif n'existe pas pour les capitalistes. Ils n'ont que faire de préserver l'emploi ou de développer l'économie nationale. Ils ne jurent que par et pour le profit. Ils veulent l'accumuler le plus vite possible en faisant tout et n'importe quoi, tant vis-à-vis des travailleurs que de l'environnement. Face à la décision d'ArcelorMittal de supprimer 630 emplois et de réduire ses investissements à Dunkerque, le gouvernement français a expliqué son incompréhension. Et c'est un fait que les ministres n'ont pas ménagé leurs efforts pour défendre les intérêts de l'aciériste. À l'échelle européenne, un plan acier a été adopté qui répond à toutes les exigences d'Arcelor. À l'échelle nationale, en plus des 300 millions d'aides publiques, l'État lui a accordé 850 millions pour décarboner le haut fourneau de Dunkerque. Eh bien oui, ce grand patronat n'a pas la reconnaissance du ventre. Les partis politiques et les syndicats s'indignent de ce que des grandes entreprises comme Michelin, Arcelor ou ST Microelectronics reçoivent de l'argent public sans contrepartie. Il faudrait conditionner les aides publiques, disent-ils.
comme si un bout de papier pouvait retenir ces rapaces, comme si leur parole valait quelque chose. Regardez comment le Code du travail lui-même est contourné et piétiné dans beaucoup d'entreprises. Comment de nombreux patrons s'arrangent pour ne pas payer toutes les heures ou pour ne pas déclarer les accidents du travail. Les mêmes sont capables de nous vendre tout et n'importe quoi. Pendant des années, Nestlé nous a vendu de l'eau traitée pour de l'eau minérale naturelle, 100 à 300 fois plus chère que l'eau du robinet, bien sûr. Les constructeurs automobiles ont laissé en circulation des pneus dangereux, des airbags mortels. Ils ont falsifié les tests de pollution de leurs véhicules. Gouverner, exploiter et mentir, ça va ensemble pour ceux qui dirigent. Alors se plaindre de l'attitude des capitalistes, leur demander d'être moins égoïstes et plus patriotes, c'est-à-dire faire croire qu'ils pourraient jouer collectif, c'est mentir aux travailleurs. Les capitalistes font ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire ils amassent leurs profits et leurs fortunes en exploitant le monde du travail par l'intensification de l'exploitation, l'écrasement des salaires et des conditions de travail et en tapant au maximum dans les caisses de l'État. Leur seul patriotisme va à leur coffre-fort qu'ils préfèrent placer dans les paradis fiscaux. Alors la seule question qui se pose à nous est de savoir si nous allons les laisser faire. Allons-nous continuer à leur laisser les rênes, à les laisser décider de ce qu'ils produisent et ne produisent pas, où et comment? Allons-nous les laisser spéculer au lieu d'investir? Il ne le faut pas. La situation exige de s'affronter au grand patronat, aux financiers et aux capitalistes. Elle exige de s'opposer à leurs décisions. Elle exige de contester leur pouvoir de diriger toute la société. Les attaques que nous vivons ici, dans un des pays les plus riches de la planète, sont sans commune mesure avec ce que subissent les Ukrainiens, toujours plongés dans une guerre fratricide. Rien à voir avec la routine terrifiante de la guerre et de la faim que vivent des millions de femmes et d'hommes à travers le monde. Rien à voir avec la guerre d'extermination dont sont victimes les Palestiniens de Gaza. Dans les pays impérialistes, le recul réactionnaire et la barbarie ne prennent pas encore le visage de la guerre. Ils prennent la forme de l'indifférence vis-à-vis du sort des autres, de l'indifférence vis-à-vis de ceux qui sont sous les bombes, de ceux qui sont dans la misère ou dorment sous les ponts. Ils prennent la forme de l'individualisme, des idées xénophobes et racistes diffusées d'en haut par les politiciens au pouvoir. Il faut suivre de près ce qui se passe aux États-Unis. Parce que c'est ce que nos politiciens français nous préparent pour demain. Aux dernières nouvelles, il y a la rupture consommée entre Trump et Musk. Et quand deux coqs capitalistes se volent dans les plumes, cela soulève beaucoup de fumier. Mais le problème, c'est que ces deux clowns concentrent un pouvoir économique et politique considérable. Ils ont fait et vont continuer de faire beaucoup de dégâts. Aux États-Unis, Trump organise des rafles de migrants qu'il déporte spectaculairement au Salvador. Il coupe les vivres aux universités qui refusent de livrer les étudiants ayant manifesté contre la guerre à Gaza. Il a licencié des dizaines de milliers de fonctionnaires et il vient d'interdire l'entrée des États-Unis aux ressortissants de 12 pays parmi les plus pauvres de la planète. Et n'en doutons pas, Musk, son ex-acolyte, même fâché, continuera de faire le service après-vente de cette politique xénophobe en défendant la suprématie blanche et en singeant Goebbels. Alors oui, la même évolution est en cours ici, en France. Avec la surenchère démagogique, anti-immigrée et sécuritaire entre la droite et le RN de Le Pen et de Bardella, il ne se passe pas un jour sans une nouvelle accusation contre les étrangers, les travailleurs issus de l'immigration ou contre les musulmans. Les bas salaires, le chômage et les fermetures d'entreprises ne sont même plus des sujets. Tous les problèmes sont mis sur le dos des immigrés, c'est-à-dire des travailleuses et des travailleurs les plus exploités.
Retailleau, ministre de l'Intérieur et désormais chef du parti LR, c'est-à-dire candidat à la présidentielle, est en campagne électorale permanente. Et c'est une nouvelle croisade contre les musulmans. Quand il ne nous rejoue pas la guerre d'Algérie avec les nostalgiques du temps des colonies, il endosse son armure de chevalier pour défendre les racines chrétiennes de la France contre les musulmans. Il s'est fait une spécialité aussi de fabriquer des travailleurs clandestins. Parce qu'à force de réduire les possibilités de renouvellement de titres de séjour, des dizaines de milliers de travailleurs qui étaient en règle se retrouvent sans papier et donc perdent leur travail. Ces politiciens de droite et d'extrême droite sont à l'affût du moindre fait divers pour attiser les haines et répandre le poison du racisme ou de l'islamophobie. Et quand ils n'ont rien à se mettre sous la dent, eh bien ils alimentent la peur en montant en épingle un rapport sur les frères musulmans. Dans cette atmosphère chauffée à blanc, la presse relève la recrudescence des actes antisémites. Mais il y a aussi une montée des agressions contre les musulmans. Il y a un mois, le jeune Aboubacar Cissé a été poignardé dans une mosquée du Gard. Et samedi 31 mai, dans le Var, un raciste a tiré sur ses voisins tunisiens et turcs, tuant Hicham Miraoui de 5 balles. Le racisme et la xénophobie diffusés par les sommets de l'État ne font pas que diviser les travailleurs. Ils tuent. Eh bien, ne laissons pas les petits roquets de droite et d'extrême droite faire passer nos camarades de travail pour des profiteurs ou pour des menaces. Ne laissons pas le patronat utiliser nos différences de couleur de peau, de culture, de religion ou d'idées pour opprimer davantage tel ou tel, c'est-à-dire pour nous diviser et dresser des frontières entre nous. La perspective n'est pas de nous barricader contre des travailleurs plus pauvres que nous, c'est d'entraîner tout le monde dans la défense de nos intérêts de travailleurs. C'est que chacun prenne sa place dans les organisations et dans le combat qu'il faut mener pour changer toute la société. Il n'y aura jamais un combattant de trop dans le camp des travailleurs. Alors il faut dire haut et fort, à bas l'Europe des barbelés, régularisation de tous les sans-papiers, liberté et circulation d'installation des travailleurs de toute la planète. L'évolution réactionnaire dans un pays riche comme la France se mesure aussi à la violence des bandes de jeunes, à l'explosion du trafic de drogue et de la délinquance qui va avec. Le gouvernement et tous les réactionnaires en chef les prennent pour preuve d'une crise morale et de l'ensauvagement de la société. Mais cette délinquance est le fruit de leur politique, le fruit de leur abandon de l'éducation, de leur abandon des quartiers populaires. Elle est le fruit d'un système qui cultive l'individualisme et le chacun pour soi et qui, au lieu d'intégrer ces jeunes, les rejette, les marginalise, les confronte au racisme et aux 1001 humiliations quotidiennes, à commencer par celle de la police. Alors comment s'étonner qu'un certain nombre de jeunes, une minorité, aient une envie de casse et de vengeance? Tout cela est un gâchis humain révoltant. Mais il est d'abord et avant tout de la responsabilité d'un État qui méprise et piétine les plus pauvres. Et puis, l'indignation des Retailleau et des Darmanin est sélective. Ils ne parlent d'ensauvagement que pour pointer du doigt les parents des quartiers populaires, les immigrés, bien sûr, les professeurs, qui ne savent plus ce que c'est l'autorité et qui ont tourné le dos aux bonnes vieilles valeurs morales et familiales. Mais quand Fillon pique dans la caisse de l'État, quand Sarkozy s'acoquine avec Kadhafi pour obtenir de quoi financer sa campagne présidentielle, et quand Le Pen est prise la main dans le pot de confiture, un pot de confiture à 4 millions quand même, eh bien, il n'y a pas une seule leçon de morale. Bayrou, le père Lavertu, a préféré ignorer, et peut-être même couvert, les crimes odieux des responsables qui ont officié pendant des décennies dans l'établissement catholique de Bétharram. Mais vous n'entendrez ni Retailleau ni Le Pen mettre en question sa moralité.
Et regardez ce qui se passe à Gaza. Depuis 20 mois, un gouvernement prétendument démocratique, un allié de la France et de l'Europe, se comporte comme un barbare. Il bombarde, assassine hommes, femmes et enfants impunément. Il utilise aujourd'hui la famine comme une arme d'extermination. Mais pour Bayrou, Darmanin, Retailleau ou Le Pen et Bardella, c'est circuler, il n'y a rien à voir, Israël ne fait que se défendre. Pire encore, il s'agite avec le gouvernement pour réprimer, condamner, punir ceux qui osent dénoncer l'enfer monstrueux dans lequel le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou plonge les Palestiniens, pour dissoudre l'organisation Urgence Palestine et la Jeune Garde, pour sanctionner une enseignante qui a organisé avec ses élèves une minute de silence pour les victimes de Gaza. Avec ces chiens de garde médiatiques, le gouvernement s'agite pour que l'on accole systématiquement le mot terrorisme au Hamas, quand un terrorisme à bien plus grande échelle s'étale tous les jours sous nos yeux, le terrorisme de l'État israélien. Et pour se justifier de ne rien faire, il conteste doctement l'usage du mot génocide. Alors on ne peut être que pris de dégoût face à autant d'hypocrisie et de cynisme. Tant que le monde du travail reste l'arme au pied et laisse les politiciens de la bourgeoisie occuper le premier rôle, eh bien nous reculerons et l'évolution réactionnaire se poursuivra. Défendre des idées contestataires, critiquer la patrie, l'armée ou la police, dénoncer l'appareil d'État, sans parler de faire grève et manifester, vaudra peut-être demain la prison ou des agressions par des bandes de nervis ou la police. Cette évolution est possible, d'autant plus que les dirigeants de la bourgeoisie ne savent même plus comment gérer leur propre système. Et ni la démocratie, ni le droit, ni la justice ne nous protégeront de la montée de l'extrême droite qui va de pair avec la crise du capitalisme. Mais une chose est sûre, les crises qui nous attendent feront bouger les consciences et elles contribueront à la politisation. Regardez en Israël ou en Ukraine et en Russie, il y a toujours des réactions, parfois de quelques individus qui ne cèdent pas. Ce ne sont que des petites lueurs dans la nuit, mais elles sont porteuses de grands espoirs. Car les périodes les plus sombres ont parfois accouché des plus grandes révolutions, c'est-à-dire des moments où des millions de femmes et d'hommes se transforment en combattants pour changer leur sort. Alors même minoritaires, même à contre-courant, eh bien il nous faut maintenir vivants nos idéaux indissociables de nos idées révolutionnaires. Certains tentent de se rassurer en espérant encore dans l'avènement d'un vrai gouvernement de gauche, capable de freiner la rapacité patronale, d'imposer un peu de justice sociale et d'endiguer la montée de l'extrême droite. Ce gouvernement-là, les travailleurs ont cru l'avoir avec Mitterrand, puis avec Jospin, puis avec Hollande. Et au lieu de défendre les intérêts et les droits des travailleurs, ces prétendus présidents de gauche ont fait prospérer la grande bourgeoisie, tout aussi bien que Chirac et Sarkozy. Au lieu de freiner la montée des idées réactionnaires, ils l'ont accélérée. Le Parti socialiste, la France insoumise, malgré son ton radical, et le PCF, malgré son étiquette communiste, veulent gérer le capitalisme. Ils veulent tous faire du rafistolage. Ils pensent tous que le système capitaliste est récupérable et qu'il suffirait d'une bonne réforme fiscale et de quelques lois limitant la rapacité capitaliste pour le rendre présentable. Ils promettent aussi une planification écologique agrémentée de quelques nationalisations. Mais sans la volonté d'exproprier la bourgeoisie et sans l'intervention des travailleurs, ce ne sont que des mots creux. Nous rêvons tous que des biens aussi vitaux que l'électricité, les transports, la santé, les logements échappent au marché capitaliste. Nous rêvons
que ce soit des biens communs, disponibles pour tous. Nous rêvons d'une économie planifiée, où il serait possible de produire l'acier, les panneaux solaires, les trains nécessaires pour répondre à nos besoins. Et nous rêvons d'en finir avec la concurrence, qui est un gâchis, et de la remplacer par une planification et une coopération internationale. Pour cela, oui, il faut que les travailleurs prennent le pouvoir sur les grandes multinationales, ce qui signifie en finir avec la propriété capitaliste, en expropriant la grande bourgeoisie, et pas seulement dans les secteurs dont elle se détourne parce qu'ils ne sont plus assez rentables à ses yeux, mais aussi dans les secteurs les plus lucratifs, en commençant par les banques, la grande distribution, le secteur de l'énergie et des communications. Et je parle bien d'expropriation, c'est-à-dire de prendre le contrôle de ces grands groupes sans rien payer aux capitalistes, car nous n'avons rien à leur rembourser. Ces entreprises ont été construites, entretenues, développées par le labeur et la sueur de générations de travailleurs, et elles ont toujours profité de la perfusion d'argent public. Nous devons donc les considérer comme les nôtres. Nous ne devons rien à nos esclavagistes modernes. C'est notre travail qui leur a tout apporté. Alors il faut, comme disait Marx, exproprier les expropriateurs. À la propriété capitaliste, il faut opposer la propriété collective. Au marché et à la concurrence, il faut opposer la planification pour répondre aux besoins de tous. Au capitalisme, il faut opposer le communisme. Et aux illusions électorales, il faut opposer les perspectives révolutionnaires. Pendant qu'on nous lanterne avec les élections et que les uns ou les autres nous font croire au miracle électoral, la société s'enfonce dans la barbarie. L'évolution inégalitaire et guerrière de la société n'est pas due à des dirigeants plus cinglés, cyniques et racistes que les autres. Elle est liée à la crise du capitalisme, à l'intensification de la guerre économique, aux rivalités croissantes concernant les matières premières, les terres rares ou les satellites. La concurrence entre rapaces plonge depuis longtemps des régions entières dans des guerres sanglantes. Et pas qu'en Ukraine, en République démocratique du Congo, au Soudan et le Moyen-Orient aussi, et ravagée par des guerres alimentées par les appétits et les manœuvres des grandes puissances. Rivalités qui demain peuvent opposer militairement les deux géants que sont les États-Unis et la Chine. La nouvelle flambée de protectionnisme provoquée par Trump a déclenché une épidémie de protectionnisme à l'échelle du monde. En France, tous les partis sont aujourd'hui protectionnistes. Mais ce protectionnisme n'est pas la fin de la guerre économique, c'est son intensification et c'est l'antichambre de la guerre tout court. Partout, on entend les mêmes cris. L'Amérique d'abord, l'Italie d'abord, et ici, la France d'abord. Souvenons-nous que dans les années 1930, la flambée protectionniste et la débauche de nationalisme ont conduit à la Seconde Guerre mondiale. Au fond, tous les pays sont unis. Le monde entier est uni, de la pire façon qui soit. Dans la concurrence, la crise économique, la réaction, le repli national et peut-être demain dans une nouvelle guerre mondiale. Macron a sonné la mobilisation contre la Russie de Poutine, accusé de constituer une menace existentielle. Mais qui sait si le jeu des rivalités, des visées et les visées des États-Unis sur le Groenland et le Canada n'en fera pas demain un ennemi? Eh bien, il faut l'affirmer haut et fort. Ces guerres que les capitalistes se mènent pour remporter la plus grosse part du morceau ne sont pas les nôtres. Notre propre gouvernement est un des principaux fauteurs de guerre et le premier combat à mener, c'est contre lui et la classe capitaliste qu'il représente.
Il faut se préparer à se défendre et faire la guerre si nous sommes attaqués, nous disent Macron et Le Cornu, le ministre des Armées. Mais qui nous attaque aujourd'hui? Qui attaque nos retraites, nos salaires, nos conditions de vie? Les hôpitaux ne sont pas détruits par des bombes russes. Ils sont démolis de l'intérieur par notre propre gouvernement. Et c'est à lui, à ces politiciens qui passent leur temps à nous faire reculer, qu'il faudrait faire confiance. C'est à eux qu'il faudrait s'en remettre si le pays était attaqué. Tant que la population ouvrière ne peut pas contrôler l'armée et ses officiers, tant qu'elle ne peut pas décider elle-même si une guerre mérite d'être menée, il faut refuser de marcher. Si le gouvernement, l'armée, l'État de la bourgeoisie veulent nous embrigader, ce sera pour que l'on meure pour leur profit, ce sera pour que l'on défende leur ordre impérialiste infâme, meurtrier et barbare. Nous ne sommes pas encore sous les bombes, et nos enfants ne sont pas au front, mais nous payons déjà pour la guerre. Parce que là, les discours sont bel et bien suivis des faits. Là, il y a des centaines de milliards qui sont mis sur la table. En 2017, le budget de la défense était de 32 milliards. Il est aujourd'hui de 50 milliards. Et il doit monter à 70 et peut-être à 100 milliards en 2030. Un peu partout, l'État subventionne des entreprises qui fabriquent de la poudre, des obus, des drones ou entrent dans leur capital. Voilà ce qu'est la réindustrialisation quand elle est décidée par l'État de la bourgeoisie. Eh bien, contrairement aux déclarations de certains dirigeants syndicaux ou politiques, il n'y a sûrement pas à s'en réjouir. Les économies que le gouvernement veut nous imposer vont passer dans l'achat d'engins de mort, dans l'embrigadement de nos enfants. Nous manquons d'hôpitaux, mais nous aurons des chars d'assaut. Nous manquons de logements, mais nous aurons des rafales. Le gouvernement veut que nous creusions notre propre tombe. Alors, en plus des revendications traditionnelles du mouvement ouvrier sur les salaires, l'emploi ou les retraites, il faut revendiquer la réquisition de tous les profits des marchands d'armes et le contrôle des travailleurs sur les comptes des entreprises de guerre. Aucun capitaliste ne doit pouvoir se transformer en profiteur de guerre. Pas un sou de plus pour l'armée, pas un homme pour la guerre. L'humanité n'a jamais eu autant les moyens de vivre dignement. Mais le capitalisme brise des millions de vies, détruit la planète et mène à une nouvelle guerre mondiale. C'est un gâchis sans nom. Rendez-vous compte, la guerre commerciale s'intensifie parce que l'économie mondiale est trop productive, parce que collectivement, les États-Unis, la Chine, l'Europe produisent trop de voitures, trop de vêtements, trop de nourriture, trop d'équipements de toutes sortes, en tout cas bien plus qu'il n'y a de consommateurs capables d'acheter. Elles sont donc forcées de se battre les unes contre les autres pour vendre ce qu'elles produisent, forcées de se mener une guerre économique de tous les instants. Nous sommes donc confrontés à une exploitation de plus en plus impitoyable, au chômage et à la misère, parce que le système économique est trop performant, parce qu'il y a trop d'abondance. C'est une stupidité sans nom. Chaque progrès technique, qui devrait être une merveilleuse nouvelle, est un malheur entre les mains des capitalistes. Ce qui devrait être la promesse d'une vie meilleure pour tous est une malédiction collective. Eh bien, c'est la preuve que la classe bourgeoise et son système ont fait plus que leur temps, et ils ne méritent qu'une chose, c'est d'être renversés en même temps que les Trump, Macron et compagnie. Les travailleurs ont un autre type de société à opposer au capitalisme, une société supérieure au capitalisme, une société où l'on mettrait en commun les moyens de production, où on les organiserait sans cette course folle au profit, sans cette concurrence stupide, sans cette exploitation de l'homme par l'homme et sans la domination des pays riches sur les pays pauvres. On pourrait organiser la société selon le principe popularisé par Karl Marx
de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Voilà les véritables perspectives communistes et il n'y a pas de combat plus enthousiasmant que celui-ci. Les capitalistes, les Arnaud, Muliez, Bolloré, les Musk et les Trump ne sont forts que de la faiblesse de notre camp. Ils sont forts de notre faible combativité et de notre faible niveau de conscience. Nous ne sommes pas conscients de la force que nous constituons collectivement. Nous nous laissons commander par une bande de parasites qui sont incapables de faire tourner la société par eux-mêmes, incapables même de s'occuper de leurs enfants, de se faire à manger et de se déplacer sans le travail d'une armada de serviteurs. Prenons conscience du pouvoir que nous avons entre les mains. Prenons conscience que nous faisons tout dans cette société. Prenons conscience que nous apportons l'essentiel pour que la société tourne, notre force de travail, notre intelligence manuelle et intellectuelle. On nous rabâche qu'il faut respecter le grand patronat parce que c'est lui qui investit. Mais nous sommes les véritables constructeurs, nous sommes les véritables investisseurs. Nous investissons notre temps, le meilleur de notre énergie, de notre intelligence dans les entreprises. Bien des travailleurs leur sacrifient leur santé, leur vie de famille. Les grands actionnaires, eux, ne sont que des aventuriers de la finance. Pour la plupart, ils n'ont jamais mis les pieds dans telle ou telle de leurs usines, si tant est qu'ils savent ce qu'elles produisent. Le grand patronat a besoin de nous pour tout. Et il nous craindra à nouveau quand nous nous battrons, pas seulement dans les rues ou sur les ronds-points, mais dans les entreprises, quand nous le menacerons de ne plus fabriquer ses dividendes, quand nous occuperons les entreprises et lui dirons « ici, c'est chez nous et désormais, c'est nous qui déciderons et c'est nous qui organiserons ». Cette force du monde du travail s'est illustrée à bien des reprises dans le passé. Les travailleurs ont imposé leur marque à toute la société. Ils ont fait des grèves dont on tire encore les bénéfices 50, 80 ans plus tard. Ils se sont insurgés, ont pris le pouvoir entre leurs mains, montrant qu'ils étaient capables d'inventer quelque chose de tout nouveau. Ils ont même, comme en 1917 en Russie, en novembre 1918 en Allemagne, forcer leur gouvernement à arrêter la boucherie qu'était la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, la force du monde du travail est émiettée. Elle ne se montre que sporadiquement et à une petite échelle. Cela pèse sur le moral de nombreux travailleurs qui se sentent dépassés et impuissants face à l'avalanche de problèmes qui nous tombent dessus. Mais c'est l'état d'esprit et le sentiment qui dominent aujourd'hui. Il n'empêche que la force des travailleurs demeure, car le capitalisme ne peut pas vivre sans exploiter et il ne peut pas échapper aux révoltes qu'il finit toujours par provoquer. On le voit, à l'échelle du monde, il y a toujours des femmes et des hommes prêts à se battre contre l'inégalité et l'injustice. Pour que leur lutte ait une chance d'aboutir, il faut qu'ils aient une politique et un parti à la hauteur de leur courage et de leurs idéaux. Encore une fois, ce parti doit être communiste révolutionnaire. Et il ne peut être qu'internationaliste, parce que le capitalisme est à abattre à l'échelle internationale. Et même si l'internationalisme est aujourd'hui très minoritaire et à contre-courant, soyez convaincus, camarades, que c'est bien lui qui fait aussi la force du monde ouvrier. Et pour finir, je voudrais dire que le combat pour la révolution et le communisme est un combat difficile, forcément minoritaire l'essentiel du temps. Car en temps normal, les mécanismes de domination de la bourgeoisie fonctionnent à plein régime. Et les exploités épousent les idées de la classe dominante et ils se résignent à l'ordre social qu'on leur présente comme le seul et unique possible. Alors, il est impossible de savoir quelle crise, quelle infamie, quel bouleversement va changer cette conscience et quand ressurgiront les soulèvements de masse. Mais pour que des révoltes se transforment en révolution, il faut que la chaîne des militants tienne bon.
Et chacun d'entre nous peut représenter un de ces chaînons. Heureusement qu'ils ont existé, ces centaines de milliers de militants obscurs, anonymes de l'histoire, depuis les putschistes du temps de Blanqui jusqu'aux militants des cordons révolutionnaires chiliens, en passant par les opposants à la guerre de 14 emprisonnés. Selon les périodes, ils n'ont pas forcément connu de grandes luttes. Ils ont consacré leur vie à des tâches souvent ingrates, mais ils n'ont pas abdiqué. Et cette chaîne ne s'est pas brisée, et ils ont permis à d'autres de poursuivre le combat. Et ce n'est pas le propre des militants révolutionnaires. Il en est de même en sciences ou en médecine. Certains travaillent toute leur vie pour faire avancer un problème qu'une autre génération résoudra. Ils ne sont pas récompensés par l'histoire, mais sans eux, rien n'aurait débouché. Alors, quoi que nous réserve la période à venir, il faut tenir bon sur nos idées et nos perspectives révolutionnaires, et il faut rester fiers. Fiers de ne pas céder au culte de l'argent, à l'individualisme et au carriérisme. Fiers de nous élever contre les injustices et la barbarie montante. Fiers de nous battre pour des relations dénuées de rapports de domination, de sexisme, de misogynie ou d'homophobie. Fiers de croire en l'égalité et la fraternité des peuples contre ceux qui veulent nous transformer en brutes nationalistes et racistes. Fiers de porter, après Marx et bien d'autres, la perspective d'un autre monde, un monde sans frontières, débarrassé de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et camarades, pour finir ensemble, on va reprendre l'Internationale. Debout les damnés de la terre, debout